J'ai frappé d'une chose. J'ai cherché pourtant. J'ai cherché des traces. Des traces quelque part dans ce que j'appelle cogitation. La cogitation de qui je le dirai tout à l'heure, la cogitation reste engluée d'un imaginaire qui est comme, ça je l'ai, disons, suggéré depuis longtemps, imaginaire du corps. Ce qui se cogite, il ne faut pas croire que je mette l'accent sur le symbolique. Ce qui se cogite est en quelque sorte retenu par l'imaginaire comme enraciné dans le corps. Eh bien, il me frappe de n'avoir, de ne pouvoir, dans la littérature qui n'est pas seulement philosophique. La philosophique ne se distingue d'ailleurs en rien de l'artistique, de la littéraire. Je vais mettre l'accent là-dessus progressivement, ça. Et pour abattre mes cartes tout de suite, je vais annoncer quelque chose que je reprendrai tout à l'heure. On n'imagine pas, c'est le cas de le dire, parce qu'il faut un petit recul. On n'imagine pas à quel point l'imaginaire est engluant, et d'un englument que je vais tout de suite faire désigner, n'est-ce pas? Celui de la sphère et de la croix. C'est formidable. Je me suis, pourquoi ne pas le dire, je me suis baladé dans Joyce, parce que on m'a sollicité comme ça de prendre la parole pour un congrès de Joyce qui doit avoir lieu en juin. Je peux pas dire que c'est pas imaginable. Ce n'est que trop imaginable. C'est pas Joyce qui est le responsable d'être englué comme ça dans la sphère et la croix. Je veux dire que c'est parce qu'il a lu beaucoup Saint Thomas, parce que c'était ça l'enseignement chez les jésuites, il a fait sa formation. Mais c'est pas dû seulement à ça. Vous êtes tous aussi englués dans la sphère et dans la croix. Et là, sur la petite page 1, un cercle, section de sphère, et puis à l'intérieur, la croix. Enfin, en plus, ça fait le signe plus. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où vous êtes retenu dans ce cercle et dans ce signe plus. Il peut arriver, n'est-ce pas, que par hasard, un artiste qui plaque quelque chose en plâtre sur un mur, fasse quelque chose qui, par hasard, ressemble à ça. Mais personne ne s'aperçoit que ça, c'est déjà une œuvre roméenne. Essayez comme ça de vous y mettre. Quand vous voyez ça comme ça,
Qu'est-ce que vous en faites? Imaginairement. Vous en faites deux choses qui se crochent. Il y a bien à les plier, ce A et ce B, à les plier de cette façon-là. Moyennant quoi, le cercle rond, le cycle, je viendrai tout à l'heure sur ce que ça veut dire, n'a plus qu'à glisser sur ce qui est ainsi loué. Il n'est pas, si je puis dire, naturel. Qu'est-ce que ça veut dire naturel? C'est qu'on se proche, on se paraît. Enfin, naturel, à votre imagination, n'est pas naturel, c'est le contraire, c'est-à-dire un cercle de cycle qui sort ainsi, qui semblerait s'imposer tout le temps, de A et de B, on fait un usage simplement différent. C'est un fait. C'est un fait de le moins qu'on puisse dire, et qu'il est curieux que je m'intéresse au nœud borroméen, parce que dites-vous bien que le nœud borroméen, c'est pas forcément ce que je vous ai dessiné 100 fois, enfin, n'est-ce pas? Ça, c'est un nœud borroméen aussi, tout aussi valable que celui de la forme sous laquelle je le mets à plat d'habitude. C'est un vrai nœud borroméen, je veux dire ça. Regardez-y de près. J'ai déjà dit, enfin, que si j'ai été un jour comme ça saisi par un nœud borroméen, c'est tout à fait lié à cet ordre d'événements ou d'avènements, comme vous voudrez, qui s'appelle le discours analytique, et en tant que je l'ai défini comme lien social de nos jours émergent, n'est-ce pas? Ce discours a une valeur historique repérée. C'est vrai que ma voix est faible pour le soutenir, mais c'est peut-être tant mieux, parce que si elle était plus forte, j'aurais peut-être en somme moins de chance de subsister. Je veux dire que il me paraît difficile, par toute l'histoire comme ça, que les liens sociaux jusqu'ici prévalents ne fassent pas taire toute voix faite pour soutenir un autre discours émergent. C'est ce qu'on a toujours vu jusqu'ici, et ça n'est pas parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus d'inquisition qu'il faut croire que les liens sociaux que j'ai définis, le discours du maître, le discours universitaire, voire le discours hystérico-diabolique, n'étoufferait pas, si je puis dire, ce que je pourrais avoir de voix. Ceci dit, enfin, moi là-dedans, je suis sujet, je suis pris dans cette affaire, comme ça, parce que je me suis mis à exister comme analyste. Je ne veux pas dire du tout que je me crois à une mission de vérité. Il y a eu des gens comme ça dans le passé, que tombaient sur la tête. Pas de mission de vérité, puisque la vérité, j'y insiste, ça ne peut pas se dire. Ça ne peut que se midi. Alors, réjouissons-nous que ma voix soit basse. Dans toute philosophie, jusqu'à présent, comme ça, la philosophie de la bonne, la courante, et puis de temps en temps, il y a des gangs, n'est-ce pas, qui se croient une mission de vérité, n'est-ce pas. L'ensemble est simplement bouffonnerie. Mais que je le dise n'a aucune importance, n'est-ce pas. Heureusement pour moi, on ne me croit pas. Parce qu'en fin de compte,
croyez-le, pour l'instant, la bonne domine, la bonne philosophie. Elle est bien toujours là. Hein. Je vais faire comme ça une petite visite pendant ces vacances, histoire de lui faire un petit signe, avant que nous nous dissolvions tous deux, au nommé Heidegger. Je l'aime beaucoup. Il est encore très vaillant. Il a quand même ceci qu'il essaye d'en sortir. Il y a quelque chose en lui comme un pressentiment de la psychanalyse, comme disait Aragon. Mais ce n'est qu'un pressentiment, parce que Freud, enfin, il ne sait pas où donner de la tête. Ça ne l'intéresse pas. Autant quelque chose par lui, par Freud, a émergé, n'est-ce pas? Oui, dont je tire les conséquences. À peser ça dans ses effets, qui ne sont pas rien. Mais je supposerais que le psychanalyste existe un tout petit peu plus. Enfin, il a quand même commencé, c'est déjà ça, commencé d'exister là, tel que je l'écris. Comment faire pour que ce nœud, enfin, auquel je suis arrivé là, non, bien sûr, sans me prendre les pattes de vous. Comment faire pour qu'il le serre, ce nœud, au point que le par-l'être, comme je l'appelle, ne croit plus quoi? Or, l'être de parler, il croit à l'être. Hein? C'est grossier de dire que c'est uniquement parce qu'il y a le verbe être. Non, c'est pour ça que je dis l'être de parler. Il croit que parce qu'il parle, c'est là qu'est le salut. C'est une ère. Et même, je dirais, un très grâce à ça, ce que j'appellerais enfin, déconnage orienté, n'est-ce pas, a prévalu dans ce qu'on appelle la pensée, c'est qu'on dit humaine, comme ça. Je me laisse aller, enfin, comme ça, la mouche me pique de temps en temps. Et cette ère, je dirais qu'elle mériterait plutôt d'être épinglée du mot transhuman. Ça prétendue humanité, maintenant qu'à une naturalité de transit comme ça, et en plus qui postule la transcendance. Mon succès, si je puis dire, il n'a bien sûr aucune connotation de réussite à mes yeux, et pour cause. Je ne crois comme Freud qu'à l'acte manqué, mais à l'acte manqué en tant qu'il est révélateur du site, de la situation du transi en question, avec transfert à la clé, bien sûr. Tout ça, ça fait du trans. Il faut simplement le ramener à sa juste mesure. Mon succès, donc, ma succession, c'est ça que ça veut dire, restera-t-il dans ce transitoire? Eh bien, c'est ce qui peut lui arriver de mieux. Parce que de toute façon, il n'y a aucune chance que l'humain aborde jamais à quoi que ce soit. Donc, autant vaut la pérégrination sans fin. Simplement, Freud a fait la remarque qu'il y a peut-être un dire qui vaille de ça que je vais dire, de n'être jusqu'ici qu'interdit. Ça veut dire dit entre, rien de plus, entre les lignes. C'est ce qu'il a appelé ça le refoulé. Bien sûr, je ne me montre pas le corrichon. Mais pourquoi
si vraiment, comme je viens de le dire, il n'y a pas de trace, même dans les gens qui seraient faits en quelque sorte pour le rencontrer, pas de trace de ce nœud borroméen, malgré. Oui, enfin, depuis le temps que la sphère et la croix s'entraînent partout, on aurait dû s'apercevoir que ça pouvait faire un nœud borroméen, comme je viens de vous l'expliquer. Bon, il se trouve que je fais cette trouvaille du nœud borroméen, sans la chercher, bien sûr. Ça me paraît comme ça. Il faut aussi que ça vous paraisse, bien sûr. Ça me paraît trouvaille notable de récupérer non pas l'air de Freud à hier, mais justement son air, ce qui en existe rigoureusement, à faire de nœud. Bon, ben maintenant passons à quelque chose, ça se met sous la dent, et c'est ça, et là. Pourquoi diable personne n'en a-t-il tiré ce plus qui consiste à écrire comme ça, la bonne façon. Quand même quelqu'un comme ça qui un jour, vous n'en souvenez pas bien sûr, vous n'avez pas lu tout Aragon. Qu'est-ce qu'il lit tout Aragon? Il y a un passage d'Aragon jeune qui dit comme ça, c'est mis à fumer, je veux dire, à s'échauffer, à prétendre qu'un temps qui a été jusqu'à supprimer les carrefours, quadrivilles, il pensait aux autoroutes, parce que c'est un mot assez marrant, autoroute. Qu'est-ce que ça veut dire une autoroute? Une route en soi ou une route pour soi? Enfin, qu'il trouvait que ce temps, il y a encore beaucoup de carrefours, beaucoup de coins de rue, bien sûr. Je pense qu'il lui a pris comme ça de penser qu'il n'y aurait plus de carrefour, qu'il y aurait toujours des passages souterrains. Ce temps mériterait un meilleur sort que de rester dans la théologie générale. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'en a pas du tout tiré de conclusion. C'est le mode surréaliste, n'est-ce pas? Ça n'a jamais abouti à rien. Il n'a pas spatialisé le nœud borroméen de la bonne façon. Grâce à quoi, n'est-ce pas, nous en sommes toujours à être, comme me le disait Heidegger, là que j'ai extrait tout à l'heure de sa boîte, à être in der Welt, à l'Inderwelt sein. C'est une cosméticologie, cosméticuleuse en plus. C'est une tradition comme ça. Grâce à quoi, enfin, grâce à Svelte, il y a l'Umwelt, et puis il y a l'Innenwelt. Ça devrait faire suspect. Cette répétition de la bulle. Oui, j'ai appris que dans les bandes dessinées, c'est par des bulles. Je m'en étais jamais aperçu parce que je dois dire la vérité, je regarde jamais les bandes dessinées. J'ai honte parce que c'est merveilleux, enfin, n'est-ce pas? D'abord, c'est même pas des bandes dessinées, c'est des photomontages. C'est sublime. C'est des photomontages. J'ai vu ça dans Nu 2. Des photomontages avec parole. Et alors, les pensées, c'est quand il y a des bulles. Je ne sais pas pourquoi vous riez, parce que vous, ça vous est familier. Du moins, je le suppose, parce que... Ouais. La question que je pose là sous cette forme de bulle, c'est qu'est-ce qui prouve que le réel fait univers? C'est là la question que je pose, c'est celle qui est posée à partir de Freud,
en ceci qui n'est qu'un commencement. C'est Freud suggère que cet univers a un trou. Par-dessus le marché, un trou qu'il n'y a pas moyen de savoir. Alors je suis ce trou à la trace, si je peux dire. Et je rencontre, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je rencontre le nœud borroméen. Comme on dit toujours, me vient là, bon, comme bague au doigt. Nous voilà encore dans le trou. Ouais. Seulement, il y a quand même quelque chose, quand on y va comme ça, à suivre les choses à la trace, ouais, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas qu'un truc pour faire un cycle. C'est pas forcément seulement le trou. Ouais, si vous en prenez deux, ces cycles, ces choses qui tournent, ce cercle en question. Et si vous les louez tous les deux de la bonne façon, ne pas se tromper, bien sûr, et je dois vous dire que je me trompe tout le temps, hein. Il n'y a pas que Jacques-Alain Miller qui le fait. La preuve que, regardez ça, quand j'ai voulu tout à l'heure vous faire le nœud borroméen, ici, là, à la noix, je me suis foutu le doigt dans l'œil. Car fait comme ça, c'est pas un nœud borroméen. Je vois que vous pouvez toujours en couper un, les deux autres resteront noués. C'est pas le bon truc. Mais enfin, à condition de les plier de la bonne façon, je vous apercevez que si vous y ajoutez cette droite, rien d'autre que cette droite, ben c'est un nœud borroméen. La droite, bien sûr, infinie, comme je l'ai dit, énoncé au début de ce séminaire. Ça fait un nœud borroméen tout aussi valable que celui que je décide d'habitude et que je ne vais pas recommencer. Si la droite est une droite finie, et comment ne pas s'y référer comme la ficelle en elle-même, la consistance réduite à ce qu'elle a de dernier, eh bien, ça fait un nœud. Naturellement, il nous est beaucoup plus commode cette consistance de la fermer. C'est-à-dire, il suffit de boucle pour retrouver le familier, le nœud de la maison dont je dessine d'habitude. L'intérêt, n'est-ce pas, de représenter, c'est de s'apercevoir qu'à partir de là, la façon la première d'écrire le nœud se répercute sur le cycle. C'est une des façons de montrer comment le nœud peut être, si je puis dire, doublement borroméen, c'est-à-dire que nous passerons au nœud bobo à 4. Voilà. Je vous ai montré là une autre illustration de ce nœud à 4. Et la question que ça pose, c'est quel est l'ordre d'équivalence de la droite la droite au cycle. Il y a quelqu'un comme ça, un homme de génie qui s'appelait de Sargue, auquel j'ai déjà fait allusion dans son temps, enfin dans le temps où j'y ai fait allusion, à qui il était venu à l'idée que toute droite infinie, faisait clôture, faisait boucle en un point à l'infini. Comment est-ce que cette idée a pu lui venir?
J'ai une idée absolument sublime autour de laquelle s'est construit tout mon commentaire des Ménimes, celui dont on dit que, enfin, à en croire, à papier, que c'était tout à fait incompréhensible. Tout pour moi, il m'a pas semblé. Quelle est l'équivalence de la droite au cercle? C'est évidemment de faire nœud. C'est une conséquence, n'est-ce pas, du nœud borroméen. C'est un recours à l'efficience, à l'effectivité, à la Wirklichkeit. C'est pas ça. C'est pas ça l'important. Car si nous les trouvons équivalentes dans l'efficience du nœud, quelle est la différence? Je ne vous dis pas du tout que je dois se distraire. J'approche aussi péniblement que, bon Dieu, que ça vous donnera de peine tout ce qui concerne le pensée nœud borroméen. Ce que je vous l'ai dit, c'est pas facile de l'imaginer. Ce qui donne une juste mesure de ce qu'est toute pensation. C'est quand même curieux, que même Descartes, enfin, n'est-ce pas, sa reguladissima, à savoir celle que je vous ai pointée, même lue, n'est-ce pas, concernant ce qui n'est pas dit en toutes lettres, concernant l'usage du fil, l'usage du tissage, ce qui aurait pu conduire au nœud, et au nœud borroméen en particulier, il n'en a jamais rien fait. Il n'en a jamais rien fait, et c'est un signe. Donc, alors, la différence, je ne vous dis pas que c'est mon dernier mot, n'est-ce pas? La différence, c'est dans le passage de l'un à l'autre, et dans ceci que pour l'instant, je me contente d'illustrer, sans le faire d'une façon définitive. C'est qu'entre les deux, il y a un jeu. Et puisque tout ce jeu n'aboutit qu'à leur équivalence, c'est peut-être dans ce parcours quelque chose qui, de faire cycle, boucle un trou, c'est peut-être dans le jeu de l'existence de l'air ensemble, du fait qu'il y a un jeu, enfin, que ça se promène, que ça s'ouvre, que la différence consiste, une différence d'existence. L'une existe, s'en va dans l'air jusqu'à rencontrer la simple consistance, et l'autre, le cycle, est centré sur le trou. Bien sûr, personne ne sait ce que c'est, ce trou. Que le trou, ce soit ce sur quoi l'accent soit mis dans le corporel, par toute la pensée analytique, ça le bouge plutôt, ce trou. C'est pas clair. Le fait que ce soit l'orifice auquel il soit suspendu, tout ce qu'il y a de prédipien, comme on dit,
la perversité s'oriente, qui est celle de toute notre conduite, intégralement, c'est bien étrange. C'est pas ça qui va nous éclairer la nature du trou. Il y a autre chose comme ça qui pourrait venir à l'idée, tout à fait non représentable. C'est ce qu'on appelle, un peu comme ça, d'un nom qui ne papillote qu'à cause du langage. C'est ce qu'on appelle la mort. Là, je ne bouge pas moins. Parce que la mort, on ne sait pas ce que c'est. Il y a quand même un abord qui s'exprime dans ce que la mathématique a qualifié de topologie, qui envisage l'espace autrement. Notez cet autrement. Ça vaut bien la peine qu'on le retienne. Eh bien, on ne peut pas dire que ça nous mène à des notions si aisées. On voit bien là le poids de l'inertie imaginaire. Pourquoi est-ce que la géométrie, enfin, s'est trouvée si à l'aise dans ce qu'elle combine? Est-ce que c'est par adhérence à l'imaginaire ou est-ce que c'est par une sorte d'injection symbolique? C'est ce qui mériterait d'être posé comme question à un mathématicien. Quand il en soit, le caractère tordu de cette topologie, l'instauration d'une notion comme celle de voisinage, voire de point d'accumulation, cet accent mis sur quelque chose, on voit très bien quel est le versant, sur la discontinuité comme telle. Alors que manifestement il y a là une résistance, que la continuité c'est bien le versant naturel de l'imagination. Bon, je ne vais pas m'étendre plus. Ce que je remarque, c'est que la difficulté de l'introduction comme ça du mental à la topologie, le fait que ça ne soit pas plus aisément pensable, donne bien l'idée qu'il y a à apprendre de cette topologie pour ce qui en est de notre refoulé. La difficulté effective, n'est-ce pas, de cogiter sur le nœud boreau, là, redoublé du fait que l'accessibilité constituée par la sphère et la croix le rendent comme un exemple d'une mathésis manquée d'un poil, inexplicablement, jamais familière en tout cas. Pourquoi ne pas voir dans l'aversion que ceci entraîne, manifeste, la trace de ce refoulement premier lui-même, n'est-ce pas? Et pourquoi ne pas s'engager dans ce sillage, tout comme le chien, enfin, n'est-ce pas, qui flaire une trace, à ceci près, bien sûr, que c'est pas le flair qui nous caractérise, et que cet effet de flair qu'il y a chez le chien, il faudrait en rendre compte comment ça peut imiter, n'est-ce pas, imiter un effet de perception qui serait là le supplément à un manque qu'il faut bien que nous admettions si nous sommes. C'est là la question. Décider si nous ouvrons les yeux à l'existence de l'ourferdrink, de
quelque chose d'affirmé par l'analyse, qui a un refoulement non seulement premier, mais irréductible. C'est ça qu'il s'agirait de suivre la trace. Et je donne ce que je fais devant vous à la mesure de mes moyens, naturellement. Tout de même, je prends soin de vous dire que monte pas le bourrichon. Je veux dire que je crois pas que j'ai trouvé là le dernier mot. Non pas penser qu'on a trouvé le dernier mot, ce serait à proprement parler de la paranoïa. La paranoïa, c'est pas ça. La paranoïa, c'est un englument imaginaire. C'est voix qui sonorise, le regard qui est prévalent. C'est une affaire de congélation de désir. Mais enfin, quand même, ce serait de la paranoïa. Freud nous a dit de pas nous inquiéter. Je veux dire que, pourquoi pas? Ça peut être une veine à suivre. Pas lieu d'en avoir tellement de crainte. Si ça nous conduit quelque part, il est tout à fait net que ça n'a jamais conduit qu'à la vérité. Ce qui me fait bien la mesure de la vérité elle-même, à savoir ce que démontre celle de la paranoïa du président Schreiber. C'est à savoir qu'il y a de rapports sexuels qu'avec Dieu. C'est la vérité. Et c'est bien ce qui met en question l'existence de Dieu. Nous sommes là dans un raté de la création, si je puis m'exprimer ainsi. Le dire, c'est se fier à quelque chose qui probablement nous dupe. Mais n'en êtes pas dupe. Ça n'est rien qu'essuyer les plâtres du non-dupe, soit ce que j'ai appelé l'air. Mais cette air, c'est notre seule chance de fixer le nœud vraiment dans son existence, puisqu'il n'est qu'existence en tant que nœud. Il est ce qui n'existe qu'à être noué de telle sorte que ça ne puisse que se resserrer. Même dans l'embrouille. Parce que ce que je ne vous ai pas pu vous dessiner, là, c'est le nœud borroméen, il suffit d'en avoir un à 3, vous savez. Vous pouvez très bien le dessiner d'une façon totalement embrouillée à laquelle vous n'entraverez que quick. Dire il n'y a pas de rapport sexuel part de l'idée d'une fusis. Savoir de quelque chose qui ferait du sexe un principe d'harmonie. Rapport, ça veut dire jusqu'à sous, pour nous, proportion. L'idée qu'avec des mots, on pouvait reproduire ça, que les mots étaient destinés à faire sens, que l'être étant, par exemple, il en résulte que le non-être n'est pas, il y a encore des gens pour qui ça fait sens. Le sens parménidien, là, comme ça, à l'origine, est devenu un bavardage. Et il vient à l'idée de personne que c'est pas là, proprement le signe que c'est du vent, flatus vocis. Je dis pas du tout qu'ils ont tort. C'est bien le contraire. Ils me sont précieux. Ils prouvent que le sens va aussi loin dans l'équivoque qu'on peut le désirer pour mes thèses, c'est-à-dire pour le discours analytique. À savoir qu'à partir du sens, se jouit. Suis-je, S', oui, jouis-je moi-même, suis-je à ma
sauter de mots. Naturellement, il y a mieux. Il y a mieux, à ce gibrec, le mieux, comme dit la sagesse populaire, est l'ennemi du bien. Même que le plus de jouir provient de la perversion, de la version appérative du jouir. On n'y peut rien. Par l'être n'aspire qu'au bien. Il s'enfonce toujours dans le pire. Ça n'empêche pas qu'il ne peut pas s'y refuser. Même pas moi. Là, je suis un grain comme tous, broyé dans cette salade. L'ennui chez chacun sait que ça a de bons effets. Je parle de l'analyse. Ces bons effets ne durent qu'un temps, n'empêchent pas que c'est un rythme. Et que c'est mieux qu'à me dire que de rien faire. C'est un peu embêtant, quand même. C'est un embêtant contre quoi on pourrait essayer d'aller malgré le courant, n'est-ce pas? Parce que c'est malgré tout de nature à prouver l'existence de Dieu même. Tout le monde y croit. Mais au défi chacun d'entre vous que je ne lui prouve pas qu'il croit à l'existence de Dieu. C'est même ça le scandale. Le scandale que la psychanalyse seule fait valoir. Elle le fait valoir parce qu'actuellement, il n'y a plus que la psychanalyse qui le prouve. Je parle de le prouver. C'est pas du tout pareil que de vous prouver que vous y croyez. Formellement, ceci n'est dû qu'à la tradition juive de Freud, laquelle est une tradition littérale qui le lie à la science et du même coup au réel. C'est ça, le cap qu'il y a à doubler. Dieu est père-père. C'est un fait en tâtant par le juif lui-même. Mais on finira bien par... Enfin, je peux pas dire que je l'espère. Je dis, à remonter ce courant, on finira bien par inventer quelque chose de moins stéréotypé que la perversion. C'est même la seule raison pourquoi je m'intéresse à la psychanalyse. Je dis, je m'intéresse. Et pourquoi je m'essaie à ce qu'on appelle couramment la galvaniser. Mais je suis pas assez bête pour avoir le moindre espoir d'un résultat que rien n'annonce, et qui sans doute est pris par le mauvais bout. Ceci grâce à cette histoire à dormir debout de Sodome et de Gomorrhe. Il y a des jours, mais où il me viendrait que la charité chrétienne serait sur la voie d'une perversion un peu éclairante du non-rapport. Vous voyez jusqu'où je vais, hein? C'est pourtant pas dans ma pente, mais enfin, c'est pas de dire, il ne faut pas chariter, ni chariter. Il n'y a aucune chance qu'on ait la clé de l'accident de parcours qui fait que le sexe a fait maladie chez le parleur. Et la pire maladie, celle dont il se reproduit. Il est évident que la biologie a avantage à se forcer à devenir l'accent de la logique, à se forcer du côté de la moisissure, avec lequel le dit par l'être a beaucoup d'allogie. On ne sait jamais une bonne rencontre. Un François Jacob est assez juif pour permettre de rectifier mon rapport. Il peut vouloir, dans l'état actuel de la connaissance, vouloir dire remplacer cette disproportion fondamentale du dit rapport
chose qui peut se concevoir, que comme un détour voué à l'air, mais à une aire limitée par un nœud. Ouais. Je voudrais quand même pas vous quitter pour faire remarquer quelque chose. Vous faire remarquer quelque chose que je pense est opportun à cause je pense que vous avez eu des tas de petits papiers distribués par ce qu'on l'a annoncé, Michel Thomé et Pierre Souris. Oui, c'est des petits papiers qui sont très, très importants parce qu'ils démontrent quelque chose qu'il n'y a qu'un seul nœud borroméen orienté. Voilà. Alors, je voudrais, pour, comme ça, probablement, ils seront les seuls à apprécier. Enfin, pour eux, faire remarquer ceci, c'est que ce que j'ai apporté aujourd'hui, comme ça, je ne sais pas ce que j'ai apporté aujourd'hui. Ce que j'ai apporté aujourd'hui, à savoir la remarque qu'il y a moyen de faire cycle avec deux cercles. Cette remarque a des conséquences concernant leur proposition qu'il n'y a qu'un nœud orienté. Sur le fait qu'il n'y ait qu'un nœud orienté. Quand il y a 3 rondes ficelles, mais pas quand il y en a plus. Je suis d'accord. Néanmoins, il y a quelque chose d'amusant. C'est que si vous transformez un de ces ronds en une droite infinie, c'était là la portée de la remarque que je leur avais faite. Mais contre quoi ils ont eu raison de tenir. Je leur avais fait la remarque que c'était du côté de ce troisième qu'il y avait quelque chose qui me semblait imposer l'existence non pas d'un nœud, mais de 2 nœuds orientés. C'est à eux que je m'adresse pour l'instant, n'est-ce pas? Et c'est eux du fait que Charles me répond. C'est à eux que je m'adresse. Je ne pose pas de questions, je ne dis pas est-ce qu'il ne leur semble pas, j'affirme. J'affirme que si il y en a un qu'on transforme en une droite infinie, là, il n'y a plus un seul nœud orienté, mais 2 nœuds. Je n'ai pas fait le petit dessin, mais je vais le faire. Je vais le faire sur ce dernier papier que je fais exprès de mettre en blanc. Et je remarque ceci, c'est que la droite infinie n'est pas orientable. À partir de quoi l'orienterait-on? Elle n'est orientable, c'est patent, c'est courant, qu'à partir d'un point choisi quelconque sur cette droite, et d'où les orientations divergent. Mais diverger, ça ne lui en donne pas une. Alors, par rapport, vous allez voir comment on va faire exactement ce qu'il ne faut pas faire, on va voir. Ah, quand même, bien. Bon. On va savoir ceci. Pour nous en tenir à une formulation simple, faisons remarquer que dans double sens, il y a une orientation, à savoir que nous désirons une eau girée. Non pas bien sûr que nous puissions dire que c'est une dextro ou une lévogyrie. Chacun sait maintenant, car depuis le temps qu'on se casse la tête à le faire, il semble quand même, non pas que ce soit démontré, mais qu'on puisse considérer que, enfin, il y a eu assez de gens assez astucieux pour se casser la tête à faire
quelque chose dont il serait concevable que nous l'envoyions comme message à quelqu'un qui serait d'une autre planète et qui serait la distinction de la droite et de la gauche. Il n'y a pour ça, nous pouvons l'admettre, comme nous avons fini par l'admettre pour la quadrature du cercle, encore que l'as soit démontré, nous pouvons admettre qu'il n'y a rien à faire. Mais de distinguer les jyris comme étant deux, ça, nous pourrions le faire. Nous pourrions le faire avec des mots dans un message pour les habitants d'une autre planète. Il suffit qu'on ait la notion d'horizon qui donne celle-là. Ces deux cercles, nous les mettons eux seuls à plat, supposé. Nous pouvons dire, par exemple, que nous définissons l'un d'entre eux comme étant plus éloigné du point dont on va et qu'il y a quelque chose d'externe qui, comme vous le voyez, il fait mis en valeur concernant le cercle, et d'un côté, l'extragible, que le plus externe passe au-dessus, la bande cercle, et qu'il y en a un autre, de ce fait, passe au-dessus également, c'est pas mais se trouve être dans un sens différent au regard du cercle. Il y a donc à ce cercle deux orientations. Celle-ci et celle-là. Celle-ci d'extranger, celle-ci d'évoluer. Nous sommes incapables de dire laquelle est dextro, laquelle est l'évo. Nous sommes incapables de la transmettre dans un message. Aucune manipulation du nœud à 3. Essayez pour avoir un espoir que le Borroméen nous donnerait peut-être ça. Aucune manipulation du nœud à 3 ne donne du nœud à 3 ne donne sans ambiguïté la définition de l'évo et du dextro. Nous trouverons toujours devant cette situation d'avoir le jyri, mais que de les définir par le fait que nous serons toujours devant cette situation d'avoir deux jyris, mais que de les définir par le fait que la bande la plus externe passe sur l'autre bande et que c'est ça qui pourrait donner l'orientation. Et tout toujours, puisque vous le voyez là, si nous définissons le fait que la bande la plus externe passe sur l'autre, nous nous trouvons dans est-ce celle-ci ou est-ce celle-là. Par contre, l'existence des deux jyris est par là manifestée. Il y a deux jyris, deux nœuds borroméens orientés, non pas seulement un, à partir du moment où de l'un des trois, nous faisons une droite infinie, en tant que la droite infinie est définie comme non orientable. C'est-à-dire, si vous le voulez encore, que nous avons la différence avec ce sur quoi on raisonnait à juste titre. Souris et Tomé, c'est à savoir. Il y a trois centrifuges. Nous allons mettre un petit P sur centrifuge. Allons vers l'extérieur. Il y a trois centrifuges. Trois centrifuges. Il peut y avoir un I et deux
deux et deux i. Ces diverses spécifications sont celles sur lesquelles s'appuie Souris étonné pour démontrer qu'il n'y a qu'un seul nœud orienté. Nous avons une droite, une barre sans orientation. Nous avons alors une zéro, une i, une e. Et c'est à partir de là que ne devient pas semblable l'ordre, à savoir il y a un sans orientation, un à direction centrifuge vers l'extérieur, un à direction vers l'intérieur. Ceci a de l'intérêt, puisque pour leur démonstration, ils sont partis de la notion du même, à savoir que dans toute, réduisant toutes les projections, toutes les mises à plat qu'ils ont faites, ils ont démontré que de ces diverses mises à plat résultait le fait que c'est elle-même. C'était le même, si je puis dire, de tous les points de vue de mise à plat. Mais il suffit qu'un pris d'ailleurs du non-point de vue existe pour qu'il démontre les orientations, à savoir le nœud borroméen en tant qu'orienté, comme étant deux. Il n'est certes pas orienté le nœud, ceci du fait que les trois le sont. Si un des trois ne l'est pas, et il suffit pour cela qu'il soit colorié, ce qui veut dire identique à lui-même, ceci rend compréhensible qu'il y en ait deux dès qu'il est soit colorié, soit désorienté, ce qui le distingue. Il y en avait déjà deux pour qu'un seul se spécifie. Cette remarque consiste à dire qu'un seul nœud colorié suffit à être l'équivalent du fait qu'un des nœuds n'est pas orienté. Le mot orientable, qui est dans le vocabulaire de ce qui nous a été distribué, frappé, le mot orientable veut déjà dire qu'il y a deux orientations. Le nœud, certes, pourrait les résorber, ces orientations entre elles, mais il ne les résorbe pas dès lors que
sur l'un des éléments du nœud, on fait cette chose de le distinguer par le fait qu'il n'est pas orientable. C'est-à-dire qu'on le transforme en une droite. Je, non pas propose, mais je crois avoir suffisamment indiqué ce qu'il en est, du nœud comme doublement orienté, et que c'est cela seul qui explique, par le rapprochement que j'ai fait avec le colorier, qu'un de ces nœuds soit du fait de ne pas être orientable de ce fait même colorié, impose qu'il y a deux nœuds, et c'est bien pour cela que le colorier est orienté à la fois. Cela fait deux. Sans doute viendra-t-il à la pensée de Thomé et de Souris. Sans doute viendra-t-il à leur pensée que la mise à plat ici introduit un élément suspect. Néanmoins, je leur indique ceci qui est les mêmes articulations concernant l'orientation valent si c'est devenu certes, nous les dessinons de la façon suivante que je crois que la perspective d'indication ne fait aucune référence à l'extériorité d'une des courbes de l'un par rapport à la courbe de l'autre. Il n'y en a ni d'externe ni d'interne avec la seule référence à cette façon spatialisée, je veux dire, mise dans les trois dimensions, de représenter les deux cercles, les cercles qui font cycle. Déjà, avec cette façon, il y a moyen de démontrer qu'il y a deux nœuds et non pas un seul orienté. Deux nœuds borroméens à trois orientés.